Bienvenue sur cette table ronde sur l'évolution du jeu de rôle en très belle compagnie. Je vais les laisser se présenter les uns après les autres dans l'ordre. Moi du coup je serai dans le coin ici parce que la table était trop petite. Et donc on commence par notre ami au chapeau. Je te laisse te présenter et nous dire qui tu es. Bien le bonjour, je suis Carla Fleuroliste, un très très vieux rôliste, je joue depuis 1981. J'ai joué avant cette édition-là, dédicacée par Gigax. Et je crois qu'on est là aujourd'hui pour parler de l'évolution du jeu de rôle. Bonjour, moi c'est Doc Dandy. Donc moi je suis critique, auteur, râliste professionnel. Moi aussi je suis un vieux, mais pas autant que Pépère à côté. Moi j'ai connu la période sombre parce que j'ai commencé le jeu de rôle avec AD&D dans les années 90. Voilà, Mireille Dumas, voilà, les sectes, les parents inquiets, les clubs qui ferment, c'était voilà. J'ai pas mal évolué. Maintenant je m'intéresse beaucoup du coup au JDR alternatif, à différents formats, à plein de choses en fait. Donc je pense que j'aurai 2-3 petites choses à dire, mais on est assez nombreux, donc je pense que je vais laisser mes camarades parler. À toi Guylaine. Bonjour à toutes et à tous, donc moi je suis Guylaine Lemignot, je suis autrice, podcasteuse également chez Radio Râliste et... Radio Rôliste. Bon, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis aussi co-administratrice du blog Et pourtant elle joue. Mais là, je suis surtout ici en tant que représentante du stand des courants alternatifs qui publient des jeux de rôle de manière plutôt indépendante et surtout des jeux de rôle un peu différents. Bonjour à tous et à toutes, je suis Cécile. Depuis 2017, j'ai une chaîne de jeux de rôle sur laquelle je stream les parties de jeux de rôle. Il y a beaucoup de live, beaucoup de choses. Vous pouvez venir voir sur mon stand, je fais un petit peu ma pub en même temps, désolée. Voilà, profitez. Et on est là aujourd'hui pour parler de l'évolution du jeu de rôle. Moi, l'évolution, vous allez voir, elle se fait à travers l'outil numérique. Donc j'ai hâte de vous en parler. Et j'espère vous revoir bientôt en ligne ou en physique. Bonjour tout le monde, alors mon pseudonyme c'est KFR, je fais, c'est comme Cécile mais en moins bien en fait. Je suis également sur YouTube et sur Twitch. On a une chaîne Dice Story qui va montrer des parties de jeux de rôle mais aussi parler de théories autour du jeu de rôle, de comment jouer, comment découvrir, rester un petit peu curieux et curieuse autour du jeu de rôle. Et dans la vie j'utilise le jeu de rôle pour mon travail avec des enfants en situation de handicap. Et aujourd'hui, je pense que je vais essayer d'apporter au débat un petit peu sur l'accessibilité du jeu de rôle, son évolution par rapport à son accessibilité pour les enfants et les adolescents notamment. Bonjour, je suis Stéphane, rôliste depuis 81 aussi, un des plus vieux. Et malheureusement, je suis éditeur de jeux de rôle depuis très très longtemps. Je représente Edge Studio et le démon Asmodée. Voilà. Oui, alors nous avons notre Choix-Peau Magique qui va encore nous parler. Oui, tout à fait. Je voulais juste signaler aussi que depuis 10 ans, j'avais travaillé avec plein d'amis et plein d'entités rôlistes sur un GPS rôliste, une carte interactive. Et maintenant, aujourd'hui, on peut trouver tous les clubs, assos, boutiques et autres sur une carte interactive. Formidable. En tout cas, merci à vous 6 d'être là pour cette table ronde sur l'évolution du jeu de rôle. On est assez nombreux en effet autour de cette table et on n'a pas beaucoup de temps pour parler d'un sujet qui, je pense, on aurait tous l'opportunité d'en parler 1 heure soi-même. Et donc la première question, ça va être une première partie, petite 10-15 minutes, que vous puissiez parler de, ensemble, votre évolution, comment est-ce que vous avez vu s'évoluer le jeu de rôle d'un point de vue technique, matériel, et aussi comment est-ce que vous le pratiquez personnellement. Dans un premier temps, en effet, l'évolution du jeu de rôle depuis sa création jusqu'à maintenant. Je vous laisse la parole. En fait, le jeu de rôle au tout début, c'était un truc en vogue venu des États-Unis. Il y avait très peu de gens qui étaient au courant. Ça se pratiquait de manière exclusivement underground, bouche à oreille. C'est comme ça que j'ai découvert le frère d'un ami qui revenait des USA. Ça a pris un peu d'essor. Il y a eu les premiers règles qui sont sortis en français. C'était d'abord Donjons et Dragons, puis d'autres ont suivi avec des Cthulhu, du Tunnel et Trolls et des tas de choses sympathiques. Puis ça continuait de se développer.
je ne veux pas griller les étapes, ça a été assez vite décrié parce que quand ça a été connu en France, ça commençait à être décrié aux États-Unis avec une chasse aux sorcières parce que certaines choses ludiques qui détournaient de la religion, du droit chemin, du travail sérieux d'entreprise et de l'investissement, c'était quelque chose de satanique et tous les maux du monde, tous les suicides, tous les gens un petit peu fragiles qui avaient des soucis, c'était forcément à cause du jeu de rôle. Et la crise est venue un petit peu plus tard en France, dans les années 90, hein, justement. Voilà, connu tout ce genre d'évolution, on pourra développer un petit peu. Je vais laisser parler les autres, sinon j'en ai pour 3 heures. Moi je dirais, vous avez souvent entendu le terme de geek, il était affilié... moi dans ma famille, hein, j'étais le geek, donc le jeu de rôle c'est le geek par excellence, le rôliste et la rôliste. Hein, je dis le parce que je suis un peu âgé, quoi, donc j'ai des réflexes qui ne sont pas encore faits. Mais en plus, paradoxalement à ce que l'image populaire peut diffuser, le rôliste à notre âge, on était jeunes, on parlait anglais, quoi. Alors, on parlait pas couramment anglais, mais je veux dire, la traduction est arrivée beaucoup plus tard. Donc il y a eu Das Schwarzauge aussi, les Allemands, mais c'est vrai qu'il y a eu une pratique et il y a eu une évolution. Il y a eu la traduction d'abord, et il y a un jeu de rôle qui selon moi fait vraiment évoluer les choses, c'est Vampire. Parce que Vampire, on jouait pas, il y avait les alignements dans Donjons et Dragons et ainsi de suite dans tous les jeux de rôle qui ont suivi, puisqu'à la base le jeu de rôle c'est issu du wargame, c'est simplement qu'on a envie de scénariser un petit peu ce qu'on faisait sur table avec les figurines et ainsi de suite, et puis on se raconte une histoire, et puis il y a les traductions qui sont mal faites des romans, et donc on a envie de revivre un peu les aventures des romans. Et Vampire est pour moi l'évolution majeure, la première évolution majeure dans le jeu de rôle. Après, peut-être que vous avez une analyse différente, c'est les personnages évoluent, hein. On n'est plus le gentil, on devient un faux méchant, hein, parce qu'en plus Vampire a été mal analysé. Je confirme, c'est une évolution qui a pas plu à tout le monde. Moi j'avais pas du tout accroché d'ailleurs à l'époque. Je restais sur du donjon et autres équivalents, sur du paranoïa et d'autres jeux bien rigolos aussi. Non, effectivement, c'est quelque chose qui a changé un petit peu la mentalité et la façon d'envisager le jeu de rôle. Il y a eu des multiples autres évolutions après, ça c'est après parti dans plein de sens. Il y a des gens qui ont essayé d'explorer différentes pistes, différentes façons de jouer, avec plus de dés, avec moins de dés, plus de tables, moins de tables, plus de parlotte, un peu moins de parlotte. Et ça a donné le panorama qu'on a aujourd'hui. Il y avait même une petite guéguerre entre les narrativistes et les simulationnistes. Enfin, il y a eu tellement de classifications qui ont essayé d'être faites alors qu'on est tous rôlistes. Hein. On y était, on a fait la guerre, on a les cicatrices pour le prouver. Moi j'ai commencé dans les années 90 justement avec Vampire Requiem, donc je suis cette génération-là. Avant je trouvais que les jeux de rôle avaient l'affiche était le plus important, tu as des statistiques, des pouvoirs, et finalement tu faisais un peu ton personnage vis-à-vis de tes statistiques, là où pour Vampire en fait tu crées un personnage, un concept, et finalement l'affiche va devenir un support où finalement la narration a beaucoup plus d'importance que le sort ou la capacité que tu as, parce que c'est l'histoire que tu racontais avec les amis, les potos. Donc j'ai commencé au lycée, j'ai eu la chance d'avoir un groupe d'amis hyper cool. C'était un groupe où j'avais mon cousin dedans qui m'ont initié, et ça a été une expérience incroyable. Donc j'ai commencé autour d'une table, et après on verra avec le futur comment moi j'ai évolué au niveau du virtuel et de la table. Je pense qu'on sera après, Cora, j'imagine. Donc voilà, là on est dans les années 90, voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'on fait un point tous les 10 ans là. Sans faire de... Juste un petit détail, tous là, si vous pratiquez le jeu de rôle, autrement vous ne seriez pas là, ça vous intéresse, je pense que si vous analysez votre parcours, vous allez voir que votre évolution personnelle du jeu de rôle, elle évolue. C'est-à-dire que moi j'ai commencé, il y avait des règles partout. Hein. En plus moi j'ai fait partie des gens qui ont aimé Rollmaster. Donc vous pourrez me jeter des pierres à la sortie. Waouh, moi j'ai une pierre dans ma poche. Voilà. Non, mais parce qu'à un moment donné, on aime le jeu de rôle où il y a de la règle. Parce que ça fait partie d'un moment donné dans notre vie où on est comme ça, on est au lycée en plus, ou à la fac, donc on a bouffé des stats ou des trucs comme ça, ou enfin des trucs à côté. Et après, je pense que dans la pratique, et le jeu de rôle dans la création, parce que les auteurs ils évoluent aussi avec l'âge, le jeu de rôle il évolue aussi en termes de gestion. Quand on parlait moins de table, plus de table, moins de jet de dés, plus de jet de dés, pas de jet de dés du tout. Et après, bon,
l'intervention des plateformes et le Covid. Ça, je pense qu'on va laisser passer les gens. Il y a eu des très très grosses évolutions aussi, notamment à partir de la fin des années 2000, où justement en fait Internet a apporté 10 nouveaux modes de création, où plutôt que de créer son jeu dans son coin et le diffuser à ses copains, on peut se mettre à l'imprimer avec du print on demand, avec des systèmes comme Lulu, le crowdfunding bien sûr qui a aussi un peu révolutionné la création et qui a permis d'ouvrir en fait des portes pour des jeux qui avant ne trouvaient pas forcément de marché au niveau des éditeurs plus traditionnels, et donc on a quand même une pratique qui a aussi dans cette continuité évolué pour se diversifier à la fin des années 2000 et bien sûr comme tu dis avec le Covid qui a aussi fait pas mal péter les choses sur les codes de nos parties, et ce qui a aussi permis de déstructurer les parties pour les restructurer autrement. Je suis un peu plus jeune rôliste que tout le monde ici, j'ai l'impression. J'ai commencé en 2010 et directement en virtuel. Merci. Merci. Pour une fois que je suis jeune, ouais, c'est intéressant. Moi, du coup, j'ai commencé en virtuel directement en 2010 et je suis arrivé au jeu de rôle par les forums roleplay qui ont eu une bonne vie autour des années 2007-2010. Il y a eu un gros boom dans ces années-là. Et c'est ça qui m'a amené au jeu de rôle, c'est parce que je me suis renseigné sur comment ça marche un scénario, des choses comme ça, et j'ai acheté JDR Mag, etc. pour avoir des idées. Et là, j'ai découvert le jeu de rôle. Et de ma pratique qui a à peine 12 ans, j'ai déjà remarqué des énormes évolutions qui ont pu arriver sur la démocratisation du jeu de rôle et les étapes qu'il a eues. Les premiers trucs que j'ai vu arriver moi, dans le jeu de rôle, alors que je joue aux cartes en même temps, c'est des gens qui arrivaient avec des boîtes d'initiation. La première de Royer Oublié, la première de Star Wars. Et les gens sont arrivés avec ça, et ça a énormément aidé à ramener le jeu de rôle dans des clubs. Parce qu'il faut voir qu'à ce moment-là, je ne trouvais pas du jeu de rôle partout, véritablement. Et d'avoir des objets aussi faciles à déplacer et faciles à prendre en main, ça a vraiment énormément aidé à pouvoir ramener du jeu de rôle comme ça rapidement dans des lieux et dans des groupes, pour le coup. Et c'est vrai qu'ensuite, le deuxième boom que j'ai senti, c'est avec Internet et l'explosion des plateformes pour jouer par Internet, Roll20, etc. Même avant le Covid, déjà, on avait pas mal de parties qui se créaient, des gens qui s'y renseignaient. Parce qu'on a découvert qu'on pouvait distribuer des jeux par Internet et les avoir très facilement. Il y a des excellents jeux qui sont gratuits ou en pay what you want, pay ce que vous voulez. Mais qu'en plus, on peut les mettre facilement en place et jouer très rapidement, même si on couche les enfants à 20h30. Et à 21h, on peut être sur le PC. Donc voilà, c'est progression du jeu de rôle, mais qui ne va pas dans mon sens vers une déshumanification. Il n'y a pas du tout déshumain. C'est complémentaire à une autre façon de jouer, mais c'est juste différent et ça ne remplace pas une manière de jouer ou une autre. Moi, je voudrais parler de deux choses, parce qu'il y a l'évolution du jeu de rôle, il y a à la fois le changement du format, comme on parlait, disait Guylaine, c'est-à-dire du coup il y a eu un changement au niveau de l'explosion de l'indépendance, des formats. Maintenant, voilà, on a des JDR en ligne, notamment via la plateforme Itch.io. Donc ça, c'est au niveau du format, ça change, tout en gardant effectivement le côté traditionnel, classique du bouquin, ainsi de suite, même si au niveau du format, on voit des choses qui évoluent, même par exemple avec des boîtes, on voit des jeux, par exemple là en ce moment, une KFR, tu faisais la promo tout à l'heure de Alice is Missing, qui est un jeu du coup qui se joue par texto, donc vendu dans une boîte par Eurogames, c'est des choses. Donc ça c'est la partie format du jeu de rôle, et après il y a la pratique, et moi j'ai l'impression qu'en fait le jeu de rôle il a fonctionné un peu de façon cyclique, avec des moments où il y a des moments où ça végétait un petit peu. Enfin, ça végétait dans le sens où il y avait une pratique qui était courante, traditionnelle on va dire, et qui faisait que du coup ce qui sortait de ces cadres-là était forcément un peu mal vu, un peu dénigré. Donc effectivement au début, quand il y a eu l'idée Vampire, il y a eu Vampire est sorti, il y a eu une espèce de dichotomie entre les vieux donjonneux qui disaient non, ça nous intéresse pas, et puis limite il y a un côté élitiste des gens qui jouaient à Vampire parce que c'était pas pareil, parce que c'était pas que de la baston, parce qu'il y avait du drama, des choses comme ça. Et il y a eu des choses qui ont changé. Je pense notamment du coup à l'essor du jeu de rôle indépendant avec la narration partagée, les formats un peu freeform, GN, un peu spéciaux qu'on a pu retrouver. Il y a quelque chose qui a beaucoup bougé, c'est effectivement l'essor sur le virtuel, avec des plateformes comme Roll20 où on peut juste s'inscrire, jouer gratuitement et trouver des joueurs aussi. C'est ça aussi, c'est qu'Internet a permis de trouver des joueurs. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mises sur le dématérialisé quand ils ont déménagé et qu'ils ont perdu leur groupe de joueurs, et ils sont passés de la table, je vous vois faire oui, passer de la table justement au côté virtuel. Et il y a aussi une génération de joueurs qui sont arrivés juste en 100% virtuel parce qu'ils ont découvert ça via par exemple YouTube.
je vous vois aussi faire oui de la tête. Donc c'est super bien parce que finalement ça donne plein d'écoles, plein de jeux de rôle et justement on n'a plus cette histoire d'une école, c'est comme ça qu'on joue autour d'une table avec des bières et des chips. Non, on peut avoir aussi du coca et autre chose et jouer chacun chez soi, avoir une vie de famille comme tu dis, c'est hyper important. Donc en fait il n'y a pas une seule façon de jouer et à chaque fois qu'il y a eu un nouvel outil qui est arrivé, il a été entre guillemets au service du jeu de rôle. Je pense aussi notamment à Discord qui est simple, qui permet juste d'être en vocal. Et il y a beaucoup de choses. Vas-y. Non, j'avais juste une petite anecdote. Moi, je faisais juste par rapport à ce que tu disais. Moi, j'ai senti un grand gap parce que le jeu de rôle, c'est avant tout de la transmission. En fait, on apprend le jeu de rôle en découvrant le jeu de rôle, soit du coup en creusant via des méthodes alternatives, comme tu disais, soit effectivement du coup en regardant des gens jouer. Moi, j'ai senti un grand gap avec le. Bon, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais ça crée vraiment une espèce de choc. C'est aventure. Du joueur de grenier. Je te confirme, il y a une grande génération de joueurs qui sont arrivés avec Aventure, dont un de mes joueurs à ma table qui n'avait joué qu'en virtuel. Moi j'ai une anecdote, moi je faisais des initiations générales dans une convention de geek assez généraliste. Et bon, ça marchait plus ou moins, j'ai fait 2-3 ans comme ça. Et l'année où est sortie Aventure, j'ai cru que j'allais mourir tellement j'avais des gens qui voulaient jouer au jeu de rôle, qui voulaient faire comme le joueur Boudrenier, comme Maillard, ainsi de suite, avec des travers du coup, parce qu'en fait ils pensaient que c'était la façon de faire du jeu de rôle, ce qui était absolument pour moi assez délirante. Mais il y a eu un grand gap et c'est vrai que après avec le confinement, tout ça, ça a complètement explosé. Il y a également d'autres choses qui ont contribué énormément à l'évolution du jeu de rôle, c'est le côté transmédia. Et il faut savoir que il y a un petit côté revanche des geeks aujourd'hui. On a tellement été mis de côté à l'époque, puisque tout ce qui était jeu, tout ce qui était ludique, c'était quelque chose qu'il fallait bannir de l'éducation d'un enfant, sinon il n'allait pas pouvoir trouver de travail. Si vous mettiez que vous étiez rôliste sur un CV, c'était un coup à se faire virer. C'était notre évolution. Et ces gens-là, maintenant, ils ont des sous, ils ont des métiers, et ils ont envie de faire revenir cette chose qui les a fait tant rêver quand ils étaient plus jeunes. Et on le retrouve également dans les médias. Il y a eu énormément de retour à toute cette idée de fantaisie, d'aventure avec le Seigneur des Anneaux, avec Harry Potter. Et c'est des choses qui ont ramené énormément de gens vers le jeu de rôle. Et plus récemment, bien sûr, Stranger Things. Ça serait aussi une question que j'aimerais vous poser parce qu'on a parlé beaucoup de matériel à travers Roll20, d'autres plateformes comme Discord et encore les boîtes d'initiation tout simplement. Et la base du jeu de rôle, d'une certaine manière, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au jeu de rôle parce qu'il y avait cette possibilité de pouvoir rêver, d'imaginer ces univers directement dans nos têtes. Est-ce que, j'aimerais avoir votre avis, est-ce que selon vous, cet apport de visuel, que ce soit pour les boîtes d'initiation ou tout ce qu'on peut retrouver autour, et ainsi que les plateformes Roll20, est-ce que ça dessert ou non? Alors moi j'ai parlé du côté professionnel. Je suis éditeur, donc bien entendu, moi ce qui m'intéresse c'est, même si certaines plateformes permettent de vendre l'objet dématérialisé, on est tombé à un moment donné, vous en avez tous entendu parler, Dark Age of Camelot, EverQuest, World of Warcraft et ainsi de suite, et on nous a dit le jeu de rôle est mort. Non, parce qu'il y a des gens qui se sont mis aux jeux vidéo et qui ont découvert le jeu de rôle parce que c'est de la narration. Donc tout ce qui touche à l'univers, à l'onirique, le roman, la multiplication, la BD qui s'est démocratisée, le Seigneur des Anneaux qui a fait énormément de bien pour la communauté des rôlistes parce que il faut pas oublier qu'à un moment donné il y avait rien. Et il arrive, et là on voit des millions de personnes qui vont dans le cinéma. Et on se dit, tiens, c'est possible, l'histoire que j'ai lue, et en plus il y a des gens qui disent, ah mais moi je fais du jeu de rôle. Et de plus en plus, il y a des gens qui sont connus. On peut citer Monsieur Astier qui est de Lyon, qui dit ouvertement qu'il est rôliste. Et il y a des acteurs qui le disent ouvertement, il y a énormément de gens qui étaient rôlistes, on s'en rend compte. Et tout ça, tous ces univers, ça nous nourrit. Moi ça me nourrit, je suis pas un gros joueur de jeux vidéo. On en parlait à midi avec Croc, qui est un partenaire de studio, donc qui est un des anciens du jeu de rôle en France. Mais tout ce qui peut développer notre imaginaire sert à tous les rôlistes. C'est-à-dire moi je lis un roman, je pense à un scénario immédiatement. Et je vois un film, je pense à un scénario. Voilà. Après.
toutes les formes qui ont été présentées de jeux ici. Je regarde les streamers, ça paraît surprenant, mais je regarde certains streamers qui sont débutants et j'y prends plaisir à les regarder. Je suis mort de rire parce que je me dis mais jamais j'aurais fait ça, mais j'oublie simplement que ça fait 40 ans que je fais du jeu de rôle moi. Donc, et j'y prends plaisir. Mais tout ce qui arrive dans la scène du jeu de rôle actuel, la démocratisation elle est super intéressante. Il y a des gens qui sont institutionnalisés, comme moi par exemple, où on a la nécessité malgré tout de récupérer de l'argent et d'attirer du monde pour justement permettre à certains éditeurs qui sont plus petits, quand je dis plus petits, c'est juste en chiffre d'affaires, hein, c'est absolument pas en qualité ou en quantitatif, c'est juste il faut que nous on ait du mainstream, Donjons et Dragons, hein, qui représente actuellement, il ne faut pas rêver, c'est 70% du marché hein, dans le monde. Donc tout le reste, après on se dit ouais c'est génial. Non, tout le reste ce n'est que 30%. Si vous enlevez Star Wars, l'appel de Cthulhu, les chroniques oubliées et ainsi de suite, vous voyez il ne reste pas beaucoup de place pour les petits jeux de rôle qui sont super importants de mon point de vue. Hein. Un petit détail, nous on a fait Night Witches, on a pu se permettre de le faire parce que c'est vraiment underground, parce qu'on sait qu'à côté de ça on va faire du chiffre d'affaires sur Star Wars, faut pas rêver, ou sur le Seigneur des Anneaux ou l'appel de Cthulhu, mais même les nouvelles plateformes, enfin tout nous intéresse, on est friand, on regarde tout ce qui se passe, tout ce que vous dites là, nous on l'absorbe, on est une éponge, hein. Ça nous intéresse tout le temps, hein. Et la pratique, on est là nous pour voir la pratique actuelle du jeu de rôle, hein, parce qu'on la connaît pas. Moi je joue à titre particulier, je vais dans les magasins, mais les conventions c'est super intéressant, on voit toute la population, on voit la répartition des âges, on voit si vous venez en famille, si vous venez pas en famille, ainsi de suite. Parce que parlait tout à l'heure des boîtes d'initiation, moi j'ai la chance de faire partie des gens qui ont développé celle sur Star Wars avec FFG. Elle était très bien à l'époque, actuellement je sais qu'il y a plein de choses que je ferais pas parce qu'à l'époque on l'a donné à des gens qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle. On arrivait dans des conventions, on disait vous avez jamais fait de jeu de rôle, tenez, débrouillez-vous et revenez dans une heure. D'accord, je me permets aussi de pouvoir te couper parce qu'il y aura encore les autres qui vont évoquer, qui vont pouvoir répondre à la question. Kaifer, je te laisse prendre le relais concernant la matérialisation du jeu de rôle, une bonne chose ou non pour l'imaginaire. Oui, à toi Kaifer, vas-y. Je te pose mon micro. T'inquiète, mais je vais faire un rebond vers toi, tu vas voir Dylan, tu vas voir. C'est extrêmement bien réfléchi. Non, mon propos va être simple, c'est que le développement du jeu de rôle actuel et même depuis plusieurs années, il suit l'explosion du jeu de société. Il faut se rendre compte que le jeu de rôle, on peut le traiter ou pas comme un jeu de société, comme une partie du jeu de société, mais ça suit cette progression. Et c'est normal que les éditeurs, les éditions s'inspirent de ce qui se fait dans le jeu de société pour attirer les gens vers le jeu de rôle. Et le jeu de société aujourd'hui, c'est quelque chose où ce qui marche bien, c'est les patous, les cartes, les pions, les jetons, les machins, les bidules. Et forcément, le jeu de rôle, il s'oriente aussi vers ça, parce que c'est un pont entre le jeu de société où il y a beaucoup de monde et le jeu de rôle, on essaye d'attirer les gens, de les happer, de les garder jusqu'à la fin de leur vie. C'est un contrat de sang. Donc forcément, ça joue. À côté de ça, vous avez les VTT, je te ferai une deuxième passe comme ça à Cécile, où on a aussi cette habitude, où on va voir des actual plays, où il y a des parties filmées, où il y a des grandes cartes sur l'écran avec des jetons, avec des cases, et on calcule les jetons. Ça fait partie un petit peu de ce plaisir qu'on peut avoir de jouer avec des choses. Cependant, il ne faut pas que ce soit la seule manière de jouer et qu'on rentre sur cette standardisation, on a l'impression que c'est la seule manière de jouer. C'est pour ça que j'aimais beaucoup les boîtes d'initiation et que j'aime toujours celle de Star Wars aux confins de l'Empire. Je trouvais qu'elle était bien faite parce qu'elle montrait que c'était une façon de jouer avec ce matériel-là, mais on pouvait aller plus loin parce qu'il y avait un scénario à télécharger, tu prenais la suite, où il n'y avait pas les jetons, les cartes, mais c'est pas grave, parce qu'on avait happé les gens comme ça, on leur avait montré comment ça marchait avec un support et on a amené vers autre chose. Maintenant, le souci c'est comment on va faire pour des jeux où il n'y a pas de matériel, comme par exemple les jeux indés qu'on a sur internet. Comment on fait en effet pour ces jeux-là qui n'ont pas de matériel? Ils ont des arguments pour eux malgré tout, qui est que par exemple ce ne sont pas des gros pavés de 300, 400, 600 pages qui coûtent 40 balles. Parce qu'on va pas se leurrer, le coût symbolique et financier pour investir le loisir du jeu de rôle, il est quand même lourd. Il y a quand même une forte barrière symbolique, une forte barrière financière qui fait que c'est quand même assez difficile d'accès. Et on voit bien qu'il y a quand même une assez forte uniformité de l'audience globalement. Et quand on regarde même au niveau des profils sociaux, etc., il y a quand même plutôt uniformité. Le jeu de rôle indé, il a l'avantage de casser un petit peu ça en amenant des jeux qui sont sur des formats très différents, qui vont pas du tout avoir le même prix. Et en fait, comme dans n'importe quel type de création, les milieux un peu alternatifs, indépendants, trucs muches, c'est les laboratoires.
C'est là qu'on fait les expériences, c'est là qu'on brasse les nouvelles idées, qu'on trie ce qui marche pas, ce qui est une bonne idée, ce qui ne l'est pas. Et c'est de là qu'après, ça va infuser dans le mainstream pour apporter des nouvelles choses. Aujourd'hui, le world building, c'est quelque chose qui est totalement inscrit dans tout un tas de nouvelles publications mainstream. C'était pas le cas avant, par exemple. Et du coup, ça nous permet d'avoir des jeux qui coûtent 10, 15, 20 balles et qui te permettent de jouer. Alors c'est sûr, ça va pas être la même chose, tu vas pas faire 20 ans de campagne dessus. Tu vas avoir des propos plus ciblés qui vont mettre en avant des émotions plutôt que des aventures, par exemple, des choses comme ça. Et ça te permet de diversifier. Ça te permet aussi du coup de faire un pas de côté dans ce qu'on appelle le jeu de rôle, dans l'image qu'on a quand on dit jeu de rôle, pour aller vers quelque chose qui tend peut-être un peu plus justement vers une expérience qu'on peut avoir en jeu vidéo ou en lisant un roman ou même parfois sur un jeu de société. Donc ça permet d'élargir la définition en fait de ce qu'est le jeu de rôle. Juste une petite anecdote parce que justement sur le côté évolutif et un peu révolutionnaire du jeu de rôle dans son ADN, c'est qu'il faut bien comprendre que voilà, le Gigax et compagnie, quand ils ont créé Donjon, ils faisaient du jeu de figurines médiéval fantastique qui était absolument une aberration pour les wargamers de l'époque parce qu'ils faisaient que de l'historique. Et c'était les trois pelos qui jouaient avec des elfes et des nains en s'inspirant de Seigneur des Anneaux. Puis après, quand ils ont commencé à exploser, et notamment grâce à Arneson, à exploser un peu, dire tiens, si on faisait du roleplay en plus, au lieu de pousser des figues, tout ça, ça fait partie finalement de l'ADN du jeu de rôle. Et en fait, il y a eu des initiatives pour, caractériser le jeu de rôle dans sa fonction. On pense du coup aux théories forgiennes qui ont beaucoup fait avancer la théorie et qui sont un peu mangé le mur aussi après derrière dans le fait de cloisonner la pratique dans ce que c'est. Aujourd'hui, maintenant, par exemple, moi je fais du JDR solo, on en parlait tout à l'heure avec FR. Moi j'ai des gens, ils me disent mais c'est pas du JDR, qu'est-ce que tu fais? C'est du livre dont vous êtes le héros? Non, pas du tout. C'est du format, notamment les formats d'année en indé, on a pas mal de ce qu'on appelle le solo, le journal solo. En fait, c'est une espèce de journal que tu remplis et tu fais du roleplay, tout seul dans ta tête, d'accord? Et ça reste du jeu de rôle. Et oui, comme le temple des vents de Julien Poire, petit placement produit. Julien, j'espère que tu nous entends. Et en fait, on arrive à des stades où en fait, effectivement, il y a toujours des évolutions sur les choses. Et pour donner un exemple, moi j'ai quand même droit il y a quelques années sur un forum, comme ça, en discutant, on m'a dit ah oui, mais du JDR avec des figurines, c'est pas du JDR. C'est pas du JDR. C'est pas du JDR. Censure. C'est du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle. Voilà. Donc voilà, du jeu de rôle avec des figurines, c'est pas du JDR. Donc je pense que le format, tout est possible. Et puis il y a aussi après des gens, voilà, moi, par exemple j'adore jouer en musique, il y a beaucoup de supports de musique, ainsi de suite. Là, moi je pense par exemple à Michael Gelfi qui a ramené un New Worlds l'année dernière pour son apport sur le son et sur le contenu musical pour les jeux de rôle. Voilà, Cocorico. Voilà, il y a beaucoup d'exploration sur le format, sur la pratique, mais aussi après pour répondre à la question sur l'aspect support en fait. Et je dirais c'est un peu comme dans le marché, chacun fait ses courses comme il veut quoi. Il y en a pour tous les goûts. Donc en hiver, moi je suis sur du virtuel tabletop, c'est VTT, c'est pas rien à voir avec les gens qui font du vélo, pour ceux qui connaissent pas. L'idée des virtual tabletop, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser très bien dans votre salon. Par exemple, vous jouez à Pathfinder 2, vous n'avez pas eu envie de lire les 700 pages, personne ne vous blâmera, personne ne vous jettera de cailloux. Je rebondis sur la blague de tout à l'heure. Et l'idée de ce virtual tabletop, c'est qu'il va automatiser les jets de dés. Donc vous remplissez votre fiche, et en fait, vous n'avez plus qu'à cliquer. Et ça fait les jets de dés, ça fait les calculs, est-ce qu'il a une armure, tout ça. Donc en fait, toute cette partie technique qui pouvait plaire à certains joueurs de Rollmaster, je rebondis encore une fois, et bien là vous l'avez pas du tout en fait, vous êtes fluide, il est minuit, vous sortez pas la calculatrice, donc c'est vraiment un plaisir. Et si par exemple les gens sont loin, vous pouvez pas les voir, ils ont déménagé, et ben la campagne elle s'arrête pas, elle est pas morte, vous continuez à jouer avec eux et vous pouvez la continuer. C'est très facile en plus d'enregistrer les parties si vous avez envie, donc ça c'est vraiment merveilleux. Il y a des choses qui sont gratuites, je vous invite à aller voir sur Roll20, il y a Let's Roll aussi, et moi je suis une grande fan de Foundry VTT parce que je trouve que c'est une locomotive. Et je suis en train de préparer une série de tutos, j'espère vraiment vous aider là-dessus à prendre en main le logiciel qui peut faire un peu peur au début. Et je vais rebondir aussi sur ma façon de jouer au niveau des maps. J'ai parfois des aventures où j'ai besoin d'une map, ce serait-ce que pour un donjon ou une exploration.
il y a beaucoup de logiciels aussi de création de maps. Donc c'est en fait à chaque fois que vous avez une envie, quelque chose, vous pouvez l'amener dans le jeu de rôle. Donc l'évolution, en fait, c'est aussi vous qui l'amenez. Vous êtes musicien, vous adorez la musique. Amenez, en fait, nourrissez votre jeu. En fait, l'évolution, elle vous suit aussi. En fait, elle suit les outils, elle suit les communautés, et elle suit aussi votre créativité. Donc moi, j'aime bien amener les cartes. J'utilise Dungeon Draft pour ceux qui connaissent, et ça permet de faire des cartes assez rapidement et de les importer directement dans Foundry VTT. Parce qu'en fait, l'évolution du jeu de rôle, elle est pas tout le temps la même, elle fluctue avec les technologies, mais en vrai, tout ce qui va évoluer dans le jeu de rôle, c'est notre façon de raconter des histoires. Au final, on veut tous raconter une histoire et passer un bon moment avec nos potes, que ce soit en virtuel ou sur table. Et donc, chacun son outil, et je vous invite vraiment à regarder ce que vous pouvez découvrir par vous-même. Comme, il y a des jeux sans MJ, avec MJ. En fait, testez, soyez curieux. Et si vous aimez bien jouer toujours de la même façon, il n'y a pas de souci aussi. En fait, ça peut être autour de la table et tranquille, quoi. Voilà. Et je voudrais rebondir un truc sur quelque chose. Moi, j'aime bien tous les jeux qui ont beaucoup d'illustrations. Je suis quelqu'un qui est très sensible au design. Donc ça, j'aime beaucoup aussi l'évolution des choix des illustrations qui sont faites actuellement. On a beaucoup plus de personnages badass féminins. Et ça, franchement, bravo, parce que je te le dis, je sais que Edge, ils ont fait un gros travail là-dessus. Donc c'est ça aussi, c'est ce que les couvertures vont véhiculer, qui vont aussi faire que l'évolution, on s'identifie, on avance. Donc ça, bravo. Parce qu'entre la couverture de, par exemple, L5K, c'est pour ceux qui ont connu l'édition jaune, où on avait un samouraï plein de muscles qui n'existent pas, je vous le dis, les muscles qui sont dessinés n'existent pas. C'est de l'imaginaire. Et là, on a actuellement des couvertures avec des personnages qui sont un peu plus réalistes, plus diversifiés. C'est vraiment merveilleux. En fait, les outils sont là pour vous, donc à vous d'aller, à vous de raconter les histoires qui vous plaisent, quoi. Merci. Je vais vous abandonner, donc je vais devoir aller là-bas. Je vais finir mon intervention sur l'évolution du jeu de rôle. Elle se fait en fonction des gens qui sont à la direction. Alors c'est à la direction, ça peut être éditorial, ça peut être financière, ou dans la proposition, dans l'offre qui est faite sur Internet. Mais l'évolution, elle se fait aussi par la pratique individuelle. C'est-à-dire que vous avez un jeu de rôle, même les miens, pour ceux qui ont joué à ma table hier, ils n'ont absolument pas vu les règles, ils n'ont absolument pas vu le scénario. C'est simplement qu'à un moment donné, quand on est maître de jeu, quand on est joueur ou maîtresse de jeu, parce que nous en plus on a un débat sur l'implication, enfin le respect de tout ce qui est valeur sociale actuellement et tout ce qui se développe, c'est faites le jeu de rôle tel que vous l'entendez, comme vous l'entendez, et n'écoutez pas les critiques des autres. On est suffisamment nombreux, on est tous différents, donc à un moment donné, mais par contre, on attend les retours. C'est-à-dire que moi, en tant qu'éditeur, à travers les forums et ainsi de suite, même les blogs, c'est pour ça qu'on se nourrit de tout ce qui se dit, parce que on ne peut évoluer là, quand on dit sur les illustrations, on ne peut évoluer que si on a un retour. Et on n'est absolument pas dans notre tour de verre. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, on est là. On ne peut pas tout le temps vous répondre, mais on vous écoute. Voilà, désolé, je suis obligé de vous quitter. C'était un plaisir. Merci beaucoup de ta participation et au plaisir de te retrouver sur la convention. Kerlaft, ton avis sur le matériel dans le jeu de rôle? J'avais plein de choses à rajouter au fur et à mesure. Par exemple, on revient un petit peu aux sources quelque part aussi. Moi, l'ancien, je vois ça. Avant, l'ensemble des règles traînaient dans 60 pages. On y retourne aujourd'hui avec les livres d'initiation où on peut jouer après une simple lecture. Mais c'est vrai que, comme il le disait, le plus important quand vous jouez, c'est de jouer avec les gens. Faites avant tout un tour de table. Jouez pas tout seul. On a un groupe d'amis, on joue ensemble, il y a un MJ, il n'y a pas d'MJ, vous êtes joueur ou autre. Discutez, soyez tous sur la même longueur d'onde, vous passerez un super moment, ça évitera tous les écueils dont on entend parler dans les shitstorms, etc. Et là-dessus, par contre, la pratique a énormément évolué parce que on s'intéresse un peu plus qu'avant au contrat social. Il n'y a plus d'histoire d'élitisme, de tout ça. Ça, pour moi, c'est la principale évolution qu'il y a eu. Il y a énormément plus de comment expliquer ça, Je n'ai pas. Il y a beaucoup plus de tolérance aujourd'hui et on s'adapte beaucoup plus aux gens avec qui on est et on arrive à jouer plus ensemble.
Et ça, je trouve que c'est beaucoup mieux Est-ce qu'au fait. fond, ce que tu veux pas dire, c'est qu'il y a plus d'attention portée à la sécurité émotionnelle là? Pas que- oui, mais elle va dans les deux sens. Elle va dans les deux sens, celle-là, parce que c'est pour ça que c'est bien au départ d'avoir cette discussion entre les personnes qui vont jouer. Être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde pour s'éclater, aller au fond et justement vivre des trucs qu'on vit pas dans la vraie vie et faire des trucs fous dans ce monde de jeu de rôle. Aller faire exploser une planète, aller devenir un super-héros, aller faire des trucs complètement malades. Mais c'est clair que il y a eu beaucoup de laissés pour compte depuis le début avec les années. Parce que beaucoup de MJ veulent jouer parce que ça leur fait plaisir. Ils ont leur vision du monde, leur vision de l'aventure, leur vision de la mentalité que cette aventure doit avoir. Mais on n'est pas tout seul à jouer. On joue avec et pour ses joueurs. Et il faut que tout le monde soit sur le même bateau, quoi, pour qu'on s'éclate bien. En fait, je pense que l'une des choses que tu dis et que moi j'ai ressenti, c'est que je trouve qu'au fur et à mesure des années, on s'est affranchi du livre pour se concentrer sur la partie. Et qu'on s'est un peu affranchi du côté le livre, le jeu, il est sacré, il faut pas le trahir, machin. Et qu'on s'est pour concentré sur certaines qui. personnes, Ouais, voilà. Et qu'on s'est concentré sur le fait de. Non, mais en fait, on est 5 pélos autour d'une table, c'est ça qui est important. Et c'est en effet très important. Tout à fait. C'est le fun. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avec la variété des formats, avec les attentions qui sont portées sur la sécurité émotionnelle, avec la variété de l'accès qu'on peut avoir au jeu de rôle, on se retrouve avec des publics qui ont plus trop à voir avec le public historique qu'on avait, où voilà, on était plutôt un mec qui a un peu fait des études, des ingénieurs ou des profs. Enfin, moi j'ai l'impression que tous mes potes de ma génération sont soit profs ou ingénieurs ou un truc comme ça, quoi. Moi je suis ingénieur aussi, donc voilà mais maintenant on s'ouvre à des nouveaux publics, et c'est vrai que par exemple du coup ce qui se passe par exemple petit moment perso, moi aujourd'hui j'ai une table avec qui est 100% queer. Enfin 100% non, puisque moi je suis cisgenre et hétéro, mais voilà, je joue avec des personnes non binaires, des gays, des lesbiennes, des gens de couleur, voilà. Moi je suis le seul mec HSBC comme on dit, et on porte du coup forcément une attention particulière tout ce qui est pronoms, à tout ce qui est qui peut être problématique pour ces gens-là. Ces gens-là, forcément c'est pas des gens qu'on va voir facilement ici même, même si ils sont forcément bien accueillis. C'est pas forcément évident pour elles. C'est pas forcément évident de passer un club où tu arrives et puis t'as 3 gros barbus, même s'ils sont très gentils. Donc c'est vrai que là-dessus le JDR il évolue dans ce sens-là, où il s'ouvre de plus en plus. Bon, moi j'attends le moment où on a déjà des jeux qui le permettent de faire rentrer des adeptes de la littérature blanche ou des films d'auteurs français dans le jeu de rôle. On a déjà quelques pistes, mais mais il y a des progrès. On ouvre au fur et à mesure. Et je pense qu'en fait nous, comme étant les premiers de la garde, notre devoir c'est pas de jouer les gardiens du temple en disant t'es validé, t'es pas validé, ou faut quand même que tu sois un petit peu pas trop fragile pour pouvoir venir jouer. Au contraire, moi je suis plutôt dans l'optique d'ouvrir aux autres pour pouvoir être parce que bon, au final moi on parle sécurité émotionnelle avec mon groupe, mais au final on fait du Donjons et Dragons et on s'éclate comme tu pouvais le faire toi dans les années 80. C'est exactement la même chose. En fait, je peux vous parler même de la mentalité d'un vieux con qui a commencé il y a super longtemps. Ça m'a jamais intéressé de connaître l'opinion politique, la religion, la couleur de peau, les habitudes sexuelles ou autres. Pour moi, un joueur, une joueuse autour de la table, on est tous dans le même bateau. On est d'accord, un PJ c'est avant si tout on une est... personne qui vient pour souffrir. Non, je disais, et on est là pour vivre une chouette aventure ensemble. J'ai toujours vécu comme ça depuis 81. Et ça s'est toujours bien passé. J'ai vu tous ces ouragans passer au-dessus. Et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il y avait des gens qui avaient peut-être pas cette démarche dans leur tête de dire, de cataloguer, de dire toi oui, toi non. C'est comme si c'est pas autrement.
Non, c'est comme... Pour être co-administratrice du blog Et pourtant elle joue, où on recueille les témoignages de femmes rôlistes, non, en effet, ça ne se passe pas tout le temps bien, malheureusement. C'est dommage que j'ai pas maîtrisé pour ces personnes. Sans doute. Mais malheureusement, en effet, même encore aujourd'hui, bien sûr, c'est des choses qui existent toujours, des comportements déplacés. Et bon, là, en l'occurrence, on parle de minorité de genre, mais pas que. Mais bien sûr, heureusement, c'est des choses qui évoluent. Et surtout, c'est des choses dont on parle. La preuve, franchement, il y a 10 ans, c'était pas trop imaginable. Tout à fait. D'être en train de parler de ça à une table ronde. Et sinon, j'ai un dernier petit truc à ajouter par rapport à ça. Moi-même, je me retrouvais dans un groupe où quand je suis arrivé à Lyon, au bout d'un moment, je m'y retrouvais plus. Parce que la mentalité, la façon de jouer, ça ne me correspondait pas, parce qu'on a chacun la nôtre et on a chacun le droit de jouer de la façon dont on veut jouer. Et du coup, je me suis rendu compte qu'on manquait d'informations sur où sont les joueurs. Si on n'est pas bien avec une table, comment trouver une autre table. Et donc, je reviens un petit peu sur cet outil qui est en ligne depuis cet été. Si vous n'êtes pas bien quelque part, allez jouer à une autre table, c'est pas grave. Vous trouverez des gens sympas, des gens accueillants. N'arrêtez jamais le jeu de rôle pour cette raison. C'est complètement con. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a cet annuaire, cette carte interactive, et vous pourrez toujours trouver une table, toujours trouver un club, toujours trouver une boutique qui vous accueillerait, qui fera comme le McDo. On vous prend comme vous êtes, quoi. Et vous êtes là pour vous éclater, faites-vous plaisir. D'accord, merci en tout cas de vos avis. Et puis en plus, on a pu tranquillement évoluer sur l'évolution aussi des joueurs autour de la table, plus que du matériel. Et c'est génial, parfaite transition pour pouvoir en parler. Parce que oui, le jeu de rôle, c'est aussi vers toi, Kaifer, que je vais me tourner. Mais en effet, maintenant, dans certains pays, il est utilisé dans l'éducation, mais aussi, et rien qu'en France, pour la médecine et pour les personnes en difficulté. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est aussi l'occasion Je vais essayer de faire concis là-dessus. Déjà, je vais mettre un petit warning. Le jeu de rôle, ça reste un jeu. Et le jeu de rôle peut être éducatif, mais il ne doit pas forcément être seulement éducatif. On avait parlé un petit peu la semaine dernière déjà en table ronde. On va utiliser le jeu de rôle pour ça, mais il ne faut pas que ce soit que ça, le jeu de rôle, effectivement, l'éducatif. Dans mon contexte à moi, c'est pas seulement jouer avec ses propres enfants, ça va être jouer, dans mon cas, avec des élèves qui sont en situation de grand handicap, de base physique, mais ça vient aussi souvent ça s'accompagne de lésions cérébrales, par exemple. Le jeu de rôle, à ce moment-là, il peut avoir vocation aussi à faire sortir des personnes de leur bulle, en fait. Moi, je vais me baser surtout sur les élèves que j'ai, qui sont disons entre 12 et 15 ans. C'est un moyen de les faire communiquer, pour moi. C'est un moyen de leur faire prendre du recul sur ce qui se passe. Un recul sur un personnage. Ça va être un moyen de pouvoir prendre des initiatives, ce genre de choses. Et on a cette évolution du jeu de rôle, où en fait on est parti de quelque chose qui est vraiment ludique, parfois même un peu compliqué, à un outil qui peut être utilisé dans plein de domaines. Je pense que si on fait à main levée le nombre de personnes qui ont déjà fait un jeu de rôle dans les formations d'entreprise ou les formations tout court, genre on va faire un petit jeu de rôle aujourd'hui, toi tu vas jouer le parent d'élève énervé, puis toi tu vas jouer... on utilise le jeu de rôle aussi dans les formations, dans les entreprises, dans les journées comme ça. Donc pourquoi pas aussi l'utiliser dans l'éducation. Ça commence à arriver. On retrouve des clubs de jeux de rôle dans les collèges et les lycées de plus en plus, mais on commence à avoir de plus en plus de rôlistes qui vont l'utiliser dans des contextes médicaux, on va dire, et qui vont utiliser le jeu de rôle pour analyser les comportements et également un peu analyser les relations émotionnelles que peuvent avoir des personnes entre elles ou des personnes avec le jeu et le recul qu'elles peuvent avoir. Ça répond à ta question ou pas du tout? Oui, complètement. Si d'autres ont des choses à rajouter par rapport à ça. Oui, il y avait un autre exemple aussi, alors je me rappelle plus du nom de la personne. C'était très sympathique, vous pouvez retrouver ces témoignages sur le blog Indémi. C'est Yakab sur Des Milliers d'Essence. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc lui en fait il témoignait puisqu'il est éducateur chez des enfants, des adolescents je crois en situation d'handicap. On dirait, il travaille avec des autistes, des gens, des gamins qui ont des gros problèmes psy, ce genre de choses. Et alors lui, il n'utilise pas le jeu de rôle pour les soigner, mais en fait, il utilise lui comme je crois, si je me trompe pas, en fait, pour observer en fait et voir un peu les comportements, les dynamiques de groupe, parce que en fait finalement, ce qui est très intéressant aussi dans le jeu de rôle aussi, c'est de voir en fait
comment tu prends la parole, comment tu parles, comment tu t'exprimes, comment tu gères des situations vis-à-vis de l'autre, l'écoute de l'autre, ainsi de suite. Et par exemple, quand tu vois par exemple justement un gamin autiste qui est un peu fermé sur lui et qui va s'ouvrir ou qui va se lancer peut-être dans un monologue parce qu'il est branché sur un truc et puis il est à fond, ça permet de voir comment ils peuvent aller voir dans une situation de dynamique de groupe sans enjeu, parce que c'est juste du jeu de rôle, s'ils font du donjon ou des petites choses comme ça. Mais ça permet aussi après de les amener à mieux gérer leurs émotions et leur comportement avec les autres pour pouvoir peut-être après les aider là-dessus, quoi. Je vais ajouter quelque chose vis-à-vis de l'évolution du jeu de rôle. C'est que j'ai eu la chance de jouer avec quelqu'un qui ne parle pas, qui est muette. Et finalement, avec les outils comme le chat, tout ça, ça permet aussi à des personnes qui, peut-être, il y a longtemps, n'auraient pas pu accéder au jeu de rôle. Donc tout simplement, on jouait avec elle et on lisait le chat à haute voix pour jouer et ça n'a eu aucun problème. Donc ça, c'est bien aussi au niveau de l'évolution, c'est que le support, que ce soit par l'écrit ou autre, permettent à des personnes qui, peut-être, traditionnellement, n'auraient pas pu rejoindre une table, là, virtuellement, grâce au chat, peuvent complètement s'amuser et suivre une partie. Tout à fait, il n'y a pas une seule façon de jouer, il y a 36 façons, et même dans une même table. Je vois par exemple mon épouse, j'ai mis 15 ans avant de la mettre au jeu de rôle, avant qu'elle cède et qu'elle joue. Mais par exemple, elle se refuse au roleplay, c'est quelque chose qui la bloque, qui la plaît pas. Mais qu'importe, ça reste dans la dynamique du groupe, tout le monde s'amuse pareil, elle va peut-être décrire les actions de son personnage, l'autre va faire une tirade de roleplay. Mais ça n'empêche pas, on passe tous en bon moment et chacun à sa façon, et c'est ça qui est important. Merci beaucoup de vos réponses. Je vais avoir maintenant une note un peu plus joyeuse, j'ai envie de dire, même si d'une certaine manière c'est que des bonnes nouvelles et des bonnes choses qui sont apportées grâce à ce loisir qu'est le jeu de rôle. Déjà, pour aussi à conclure, ce métier, parce que c'est un vrai métier du coup de faire du maître du jeu de rôle pour des personnes en difficulté, tout le monde ne peut pas s'improviser psy ou dans ce secteur-là. Et donc il existe aussi des maîtres de jeu pro pour animer vos parties perso. Et chacun peut aussi apporter, parfois pendant les parties, les MJ Pro peuvent amener des lumières, des musiques. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce côté un peu méta du jeu. J'aimerais avoir votre avis, votre objet, l'élément que vous préférez qui va sortir un petit peu du jeu de rôle avec nos fiches et nos dés. Est-ce que ça va être une potion qu'on va boire une vraie potion de vie? Est-ce que c'est les éclairages qui vont vous animer le plus? Peut-être des bruitages? J'aimerais chacun à votre tour que vous puissiez nous donner votre objet méta de jeu de rôle que vous préférez. Mon pyjama. Très bonne réponse, bravo. Parce que le jeu de rôle virtuel, ça me permet de jouer en pyjama chez moi. Et franchement, certes on perd certaines choses, mais on en gagne d'autres. Moi, ça va être un objet qui m'est très utile. C'est un carnet sur lequel j'écris mon scénario et c'est en fait un côté un peu fétiche. Parce que j'aime bien l'avoir, même si je connais mon scénario, il est devant mon écran. Et en fait, c'est un peu un tapis de chat. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre mon scénario, mon chat vient et s'allonge. Donc, j'ai intérêt à connaître Donc, ça devient mon objet fétiche parce qu'en même temps, c'est le tapis de chat. J'ai pas d'objet, mais j'ai une couleur, moi c'est le rose. J'aime bien. Non, mais c'est vrai, j'aime bien avoir. Moi, c'est une couleur qui m'apaise et qui me rend confiance. Donc, j'ai pas vraiment d'objet. Moi, je suis pas fétichiste des dés, des cartes, des jetons. Je joue avec tout. C'est pas un souci. Mais il faut qu'il y ait du rose quand même. Voilà, c'est l'ouverture. Moi, c'est la musique. Non, c'est pas mon chapeau, j'ai oublié. Moi, mon objet méta, c'est la musique. J'écoute énormément de musique. Instant promo, j'ai même créé un petit groupe sur Facebook qui s'appelle Musique IGDR. On partage, on conseille sur les bruitages et ainsi de suite. Et moi, ça me permet énormément de me mettre en condition dans une philosophie. Alors, moi, j'aime bien en mettre des fois, mais bon, des fois tout le monde n'aime pas, donc j'en mets de moins en moins maintenant. Par contre, j'en écoute énormément avant de jouer. Donc voilà, ce soir, du coup, je fais une partie de jeu de rôle de super-héros dans une ambiance un peu rock'n'roll. Donc, il y a du AC/DC dans mes oreilles depuis ce matin. Voilà. Moi, j'ai accumulé tellement d'objets depuis que j'aime ce milieu que j'essaye d'en sortir un petit peu sur la table en fonction des différentes parties. Mais c'est vrai que le petit côté fétiche un petit peu quand je suis sur une belle campagne que j'adore et
je kiffe à mort, je vais, comme je suis un petit peu artisan, je vais créer une bouteille spécifique au thème de la campagne en cours. Et on va mettre un breuvage qu'on aime tous et qu'on va se servir allègrement à certains moments de la campagne. Bon, désolé, c'est un peu alcoolisé des fois. Avec modération, bien évidemment. Merci de vos réponses, c'est très chouette. Je m'attendais pas au pyjama. Le rose, on avait des indices, mais Ouais, formidable. Et donc, pour continuer dans cette ligne directrice, on a, d'ailleurs tout au fond là-bas, si vous n'êtes pas allé voir, il y a Menhir qui font en effet, un peu comme Fonderie VTT, qui propose des maps, mais alors là, on est encore sur une évolution, parce qu'on est en 3D, et limite, on peut se balader dans cet univers, mais à la manière d'un jeu vidéo. Est-ce qu'on va pas trop loin? Est-ce que vous n'avez pas peur que l'on se perde, et qu'on perde le plaisir de l'imagination? Alors, je comprends que ça fait peur, mais en fait c'est un peu l'évolution de la figurine. Ça choque personne quand les personnes peignent des heures et des heures une figurine pour y jouer et la déplacer pendant les combats, mais il y a une peur quand c'est un avatar en 3D, alors qu'en fait le ressenti est le même, c'est qu'on incarne quelque chose qu'on va déplacer et l'univers il est moderne, il est virtuel. Moi je comprends cette peur-là parce que vous avez l'impression que ça passe dans le jeu vidéo et qu'on perd cette notion de jeu de rôle, mais en fait on continue à jouer un rôle, on continue à évoluer dans une histoire qu'on crée tous ensemble. Donc c'est une évolution, mais elle va pas tuer ou faire un barrage à ce qu'on en connaît déjà en fait. Faut y aller. Ceux qui aiment bien la 3D, qui aiment bien le jeu de rôle, ça va être une évolution naturelle. Et ceux qui sont déjà pas à jouer avec des figurines ou des choses comme ça, ça va pas vous intéresser. Donc je pense pas qu'il faut avoir peur à chaque fois qu'il y a des nouveaux outils. Faut essayer, si ça marche, si ça vous plaît. Et en vrai, si ça vous évite que les joueurs soient sur leur téléphone ou tout ça, d'avoir un avatar 3D, c'est bénef. Hein. Parce que j'en connais des gens qui vont se perdre sur leur téléphone quand ils jouent en ligne. Hein. Là, vous avez l'avatar, donc vous voyez bien qu'il ne se déplace plus. Hein. C'est une façon aussi d'avoir l'attention. Je rebondis sur quelque chose. Il y a des personnes qui ont une mémoire visuelle, donc c'est bien qu'ils aient un token, une image, un avatar avec le nom de la personne, le PNJ. C'est ça qu'ils retiennent. Et d'autres personnes, c'est auditive. Donc en fait, un monde où vous avez et la 3D et en même temps le visuel et en même temps l'auditif, c'est parfait pour les personnes qui justement ont un peu de mal aussi à retenir les choses ou à garder leur attention. Pour reprendre ce que dit Cécile, tout simplement, est-ce que ça va trop loin? Non, à partir du moment où personne te force à l'utiliser. Tant que ça reste une option, go. J'ai juste une petite anecdote par rapport à ça. Il y a quelques années, je discutais avec un copain qui fait beaucoup de jeux de rôle, de jeux vidéo en ligne, ainsi de suite. Et notamment, il était à une grosse époque de World of Warcraft. Et en fait, il m'expliquait qu'il faisait partie de ligue de roleplay. Et c'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils jouaient à World of Warcraft, mais en fait, ils faisaient des séances de roleplay. Moi j'ai pas peur de ça parce qu'en fait même si tu t'en éloignes, faut voir que en fait ce qui s'est passé pour la création de jeux de rôle, c'est des types qui poussaient des figurines et à un moment donné ils se sont mis à faire du roleplay. Demain tu vas aller pousser un personnage virtuel dans un environnement en réalité augmentée, tu finis toujours par faire du jeu de rôle et ça reste, même si tu as du support, ça reste dans ta tête. Donc on y reviendra de toute façon. Je pense pas qu'il y ait de frontières entre les médias aujourd'hui. On s'ouvre à tout justement. C'est un jeu qui est en constante évolution. On teste plein de choses et il y a aucune frontière, que ce soit ça ou autre chose. Moi je sais que ça m'arrive d'utiliser des bonbons pour jouer les méchants et ils ont un plaisir fou à s'en débarrasser parce qu'ils peuvent manger les bonbons en question, mais il n'y a aucune limite dans les médias qu'on peut utiliser. Mais la 3D, mais ça serait encore plus génial. Après on est peut-être confronté à un travail préparatoire ou un budget par rapport à ça ou autre, mais après, c'est absolument pas inquiétant. Au contraire, c'est super encourageant. Ça veut dire qu'encore plus de gens s'intéressent à ça et essayent de faire évoluer et essayent de s'éclater de toutes les façons qui leur plaît. Il ne faut pas qu'on ait peur ou qu'on rejette les outils parce que ce sont que des outils. Un outil, c'est de toute façon, là, on le prend pas. Et j'ai l'impression que les rôlistes, de toute façon, ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient avec les choses qu'on leur donnait et les outils qu'ils avaient. On rôliste, on leur donne des cartes, ils font un jeu de rôle, on donne des jetons, ils font un jeu de rôle, on leur donne Internet, ils font des jeux de rôle, on donne un tableau blanc, ils font un jeu de rôle. Les rôlistes seront toujours plus forts que les outils. Donc ce sera toujours à disposition, mais ce sera
ça ne prendra jamais le pas de toute façon sur quelque chose et vous serez toujours maître et maîtresse de ce que vous faites autour de vous. Le côté jeu vidéo va remplacer le jeu de rôle, ça, même moi qui ne suis pas là depuis longtemps, je l'ai déjà entendu au début de Roll20, quand ça a commencé à devenir connu avec Aventure notamment, c'est un des premiers trucs que j'ai entendu, c'est ah ben maintenant le jeu de rôle c'est devenu un jeu vidéo. Et maintenant on va encore plus loin. Ça ne sont que des outils. Dites-vous que les outils, ça va de toute façon amener un nouveau public. Et ce nouveau public, il ne va pas forcément jouer qu'avec ces outils-là. Ils vont être curieux, parce que le jeu de rôle, c'est un média, une passion qui va rendre curieux et curieuse. Et qui va forcément amener à autre chose. Voilà. Moi j'ai juste une petite phrase à donner là-dessus pour finir. En fait, le jeu de rôle, c'est dans ta tête. Donc de toute façon, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans ta tête. Que tu le fasses avec une figurine ou en poussant, en jouant devant un écran ou en écrivant par exemple du coup sur le journal solo, ça se passe dans ta tête. Et c'est ce plaisir-là qui fait la particularité du jeu de rôle. Et ça, je pense que après, quel que soit le format, quel que soit qu'on se fasse, de toute façon, c'est ce qui se passe dans la tête. Donc après, qu'on le fasse avec une bande de potes ou avec des gens à l'autre bout du monde, avec juste une ligne Discord et puis un chat, c'est pareil, on retrouve ce plaisir-là. Après, il y a plein de formats, il y a plein de choses qui vont plaire ou pas, mais le fond, le fond, c'est en fait c'est cette petite histoire que tu te fabriques dans ta tête. Oui, là-dessus, il y a juste une phrase toute bête qui est encore valable aujourd'hui. Il y a Gary Gygax qui disait les dés servent à faire du bruit derrière le paravent. Mais ces dés, c'est tous ces outils, c'est tous ces médias, machin. L'important, c'est exactement ce que tu dis, ce qu'on a dans la tête et la façon et l'aventure qu'on va faire. Merci. En effet, pour continuer sur cette même direction, à l'inverse de le jeu de rôle qui part en direction du jeu vidéo parfois, et en effet ce sont des options. À l'inverse, on a aussi par exemple GTA RP qui apparaît, où en effet les rôlistes feront toujours du jeu de rôle à travers peu importe le média, et donc maintenant en effet il y a du roleplay à travers le jeu vidéo. Merci à vous. On a bien parlé de l'évolution du jeu de rôle. Merci. Il y avait encore 1001 points à aborder. Merci. Donc, merci. Merci à tous pour cette belle tablée. Et puis merci à vous d'avoir été là. Et puis bonne convention à tous.